Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Ezrati, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes conseiller en stratégie de l'innovation et surtout auteur du guide des startups. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce guide et en quoi ça consiste? Ce guide, c'est un bouquin qui a 10 ans d'ancienneté, qui évolue régulièrement. J'en suis à la 10e édition. Il a été téléchargé plus de 100 000 fois. C'est en fait un guide qui permet à un entrepreneur, notamment dans le numérique, de créer sa société en ayant toutes les informations imaginables sur toutes les dimensions de sa société, que ce soit juridique, humaine, financière, technique. Tous les problèmes, toutes les questions qui vont se poser vont être traitées dedans, et aussi surtout sur le financement et l'accompagnement. Comment il va se faire aider pour créer sa boîte. D'accord, donc c'est en ligne? Ah oui, c'est un PDF qui est gratuit depuis qu'il existe et qui est téléchargé environ 17 000 fois par an en ce moment. D'accord, effectivement. Alors vous interveniez ici sous forme de keynote, et le thème de votre keynote, c'était comment éviter de se faire ubériser. Alors c'est très à la mode ce thème, etc. Si on devait un petit peu redire les trois grandes lignes de votre intervention, ce serait quoi? Les principales lignes directrices, c'est de considérer que dans n'importe quel secteur d'activité, ceux qui ont le plus grand risque de se faire disrupter, j'aime mieux ce terme qui est un peu plus générique que celui qui est associé à la marque américaine éponyme, c'est tout simplement d'écouter ses clients, de comprendre ses clients. Et alors il y a plein de manières d'écouter ses clients, mais une des manières les plus importantes, c'est de comprendre ce que font les clients au-delà même de ses propres produits et de ses propres services. Typiquement, un hôtelier, il doit comprendre le voyage dans son ensemble, pas l'hôtel uniquement. Une banque doit comprendre tous les problèmes de financement ou liés à la finance du foyer. Donc l'assurance en fait partie, la santé en fait partie. Donc à chaque fois, il faut regarder les métiers connexes et comprendre les besoins des clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point? Alors, deuxième point, c'est que très souvent, les grands acteurs qui disruptent les marchés avec les technologies numériques, ils le font en défragmentant un marché existant. C'est-à-dire qu'en fait, ils font en sorte qu'un marché qui est complexe, où il est difficile de comparer des produits et des services, où il est difficile d'y accéder, où il y a peu de transparence par exemple sur les prix, eh ben, ils rendent tout ça plus simple pour le consommateur. Donc c'est le cas d'Amazon qui permet d'accéder à plein de produits alors qu'au départ c'était que les bouquins. C'est un service qui permet de trouver quelqu'un pour donner des petits cours à la maison, c'est quelqu'un qui permet de trouver une voiture pour faire un trajet longue distance comme Blablacar. Donc tout ça c'est des choses qu'on faisait déjà à la main avant avec ses amis et qui maintenant peuvent être faites en accédant à un service qui agglomère une offre très large. Alors, du coup, être disruptant, c'est réservé aux entreprises innovantes, ou est-ce que, par exemple, une entreprise qui est déjà installée sur un marché peut... En général, les entreprises innovantes, ou ce qu'on appelle les startups, elles ont une meilleure capacité à disrupter les marchés parce qu'elles peuvent prendre beaucoup de risques. Souvent, elles sont bien financées, notamment les boîtes américaines. Elles n'ont pas ce qu'on appelle un legacy, elles n'ont pas d'employés existants, elles n'ont pas de situation de rente à préserver. Elles peuvent prendre tous les risques, alors que les sociétés existantes peuvent prendre moins de risques. Malgré tout, les entreprises existantes peuvent se transformer pour innover. Alors il y a plein de manières de faire, mais par rapport à nos sujets, la défragmentation, c'est très simple, sur le papier. C'est regarder ce que font les concurrents et peut-être s'allier avec ces concurrents pour défragmenter soi-même le marché. C'est ce que font les banques avec la carte Visa depuis plus de 40 ans. La carte Visa, c'est un outil de défragmentation des moyens de paiement qui permet d'éviter que chaque banque ait sa propre carte et qui n'est pas interopérable avec les cartes des autres banques. Et là, on a la carte Visa qui fonctionne entre toutes les banques. C'est simple conceptuellement. Eh bien, ce concept de la carte Visa, il faudrait l'appliquer à beaucoup plus de secteurs d'activité. Pourquoi pas une carte taxi qui marche dans tous les pays? Mais ça n'existe pas. Mais c'est à inventer. C'est Uber en l'occurrence, mais bon. Et si on devait donner un troisième point, un troisième axe, ça serait quoi? Alors il y a un troisième axe dans mon intervention qui est lié à un phénomène qui est relativement récent, qui est la numérisation des savoirs. C'est-à-dire le fait que des savoirs entiers, de pans de profession entiers, comme les médecins, comme les avocats, comme les experts comptables, comme tous les métiers qui nécessitent souvent d'avoir bac plus 5 et d'avoir étudié ou le code civil ou des dizaines de bouquins et des milliers de pages, eh bien, tout ce savoir-là, il devient tellement grand et tellement facile à faire absorber par des machines que sur le moyen terme, une partie, pas la totalité, mais une partie de ces savoirs-là vont se retrouver capables d'être gérés par des logiciels, par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, par le machine learning. Enfin, il y a tout un tas de termes techniques qui décrivent ce marché-là. Et là, de menacer les métiers existants. Alors les médecins, par exemple, vont être transformés à la fois par ces logiciels-là et par des outils qu'on aura chez soi pour mesurer tout sur son corps de manière beaucoup plus simple que ce qu'on fait aujourd'hui en passant par des labos, en passant par des prises de sang, tout un tas de trucs. On pourra faire ça chez soi. Donc là, il y a une grosse disruption en perspective. Mais ça fait un peu peur quand même, non? Ça fait un peu peur, c'est le progrès technique. Le progrès technique, il consiste à aller plus vite, à ce que certaines choses coûtent moins cher pour le consommateur. On est quand même content, si on est par exemple patient, d'avoir une réponse plus rapide, de savoir si par exemple on a un mal quelque part, si on fait une analyse et qu'on sait tout de suite s'il faut aller aux urgences ou pas, c'est quand même rassurant pour un patient. Quand on cherche une voiture pour se déplacer d'un point à un autre, que ce soit une voiture à conduite automatique ou un VTC style Uber, le fait de pouvoir accéder rapidement aux services dont on a besoin, c'est un bénéfice pour le consommateur. Et toutes ces disruptions, il ne faut pas l'oublier, elles sont provoquées par la réponse à des besoins de consommateurs. Donc vive la disruption, merci beaucoup. Bah oui. On l'a mis.